Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On est ensemble, comme tous les jours, pendant 1h30. On fait le point sur l'actualité près de chez vous. On regarde ensemble le programme. Dans une demi-heure, on recevra Frédéric Valletoux, le président de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Le budget de la sécurité sociale qui avait fait chuter le gouvernement Barnier est de retour devant les députés. Un compromis est-il possible alors que le déficit de la Sécu est plus lourd que dans le précédent texte? Il nous dira ce qu'il en pense. Dans le club, on reviendra sur les commémorations des 80 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Les cérémonies ont lieu aujourd'hui en présence de chefs d'État du monde entier. 80 ans après, les survivants continuent de témoigner. Mais comment entretenir la mémoire et transmettre cette histoire aux jeunes générations? Le sénateur Hussein Bourgi s'est rendu à Auschwitz. Nous l'avons suivi, on verra le reportage. Et pour commencer, nous sommes avec le sénateur socialiste de l'Oise. Bonjour Alexandre Wizy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le PS qui poursuit ses discussions avec le gouvernement sur le budget. Mais vous sauriez souhaiter la censure du PS. Alors comment vous faire entendre au sein de votre parti et allez-vous relancer les frondeurs du PS? Vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants. D'abord, on regarde ensemble les repères de l'actualité de ce lundi 27 janvier. Le marathon budgétaire qui se poursuit pour le gouvernement. Jeudi, députés et sénateurs se réunissent pour tenter de trouver un compromis sur le budget. D'ici là, le gouvernement espère de nouveau convaincre le PS de ne pas voter la censure. Yann Effelé. Le Sénat a donc adopté. La copie adoptée par le Sénat jeudi dernier ne sera pas celle retenue par le gouvernement Bayrou. Des ajustements sont nécessaires pour éviter une nouvelle censure d'une partie de la gauche. Le premier secrétaire du Parti socialiste place ses lignes rouges. Si la copie reste celle du Sénat, à l'évidence, se censureront. Alors hier, la ministre des Comptes publics s'est montrée ouverte aux discussions pour modifier le texte. Le budget voté par le Sénat, il remplit la condition de réduire le déficit. Il remplit la condition de faire des économies. Mais manifestement, il ne remplit pas la condition d'être le budget du compromis. Un compromis qui pourrait coûter cher, avec des dépenses en plus et des économies en moins. Le premier président de la Cour des comptes alerte. Une situation de finances publiques qui, elle, je le dis, est un point noir considérable, avec une situation préoccupante, inquiétante, et qui est assurément, pour le coup, aujourd'hui, la plus mauvaise de la zone euro. Je dis bien la plus mauvaise. Et qui donc doit être corrigée impérativement. Lors de la commission mixte paritaire, les forces du socle commun seront majoritaires, avec 8 des 14 membres. Tout l'enjeu pour eux étant de produire un texte acceptable par certaines oppositions, de manière à éviter la censure. L'émotion après le meurtre d'Elias, 14 ans, poignardé à Paris par 2 mineurs qui voulaient lui voler son portable et le débat politique qui est relancé sur la justice des mineurs. Flora Sauvage. Voilà, vous l'avez compris, un petit problème de son sur ce sujet. On essaiera de vous le remontrer dans quelques instants. L'Île-et-Vilaine, placée en vigilance rouge par Météo France pour pluie et inondations. La tempête Herminia a provoqué une crue jamais vue depuis plus de 40 ans à Rennes. Selon la maire Nathalie Appéré, la décrue sera lente et ne commencera probablement pas avant mercredi. Et puis on a appris hier la disparition brutale de Nicolas Florian, maire LR de Bordeaux entre 2019 et 2020. L'héritier d'Alain Juppé est décédé à 55 ans d'un AVC. Emmanuel Macron salue la mémoire d'un homme fidèle et résolu pour Bordeaux dont il fut un serviteur dévoué. Alexandre Wizy, on va commencer à regarder les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. On va les regarder ensemble. Il y a beaucoup de unes ce matin consacrées aux 80 ans de la libération d'Auschwitz. 80 ans après, le devoir de mémoire. C'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. 80 ans après la libération du camp de concentration et d'extermination en Pologne. La commémoration a lieu aujourd'hui. Les derniers survivants témoignent, revenus pour beaucoup dans l'indifférence générale à une époque où leur récit était trop dur à entendre. La crainte est aujourd'hui que la mémoire s'éteigne avec le temps et l'indifférence. La deuxième une, c'est celle de Midi Libre. Autre sujet, cannabis, cocaïne, le trafic explose à la campagne, loin des villes. Le narcotrafic gangrène aussi les communes rurales, laissant des élus dans le désarroi. Et le Sénat qui examine demain la loi pour lutter contre le narcotrafic. Et puis la dernière une, c'est votre une locale, c'est la une du Courrier Picard. Les cahiers de doléances sortent de l'oubli. Le gouvernement veut reprendre l'exploitation de ces cahiers, mais que contiennent-ils? Des chercheurs les ont étudiés en Picardie. Quelle une choisissez-vous? Écoutez, je vais quand même dire un mot sur les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Vous savez, je pensais en regardant les unes à une phrase d'Hannah Arendt, excusez-moi, qui était absolument terrible, qui disait « Les hommes normaux ne savent pas que tout est possible ».
Et je crois que ce qui est enseigné aussi avec la Shoah, c'est que tout est possible. Et donc évidemment, il faut que cet enseignement se poursuive, qu'il y ait plus qu'un devoir de mémoire, un travail de mémoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être vivant. Et évidemment, j'ai une pensée aujourd'hui pour les 80 ans de la libération des camps. On va parler du reste de l'actualité, on va longuement parler du budget, mais d'abord un mot sur la mort d'Elias, ce jeune de 14 ans qui a été poignardé par 2 mineurs qui voulaient lui voler son téléphone. Est-ce que c'est le syndrome d'un effondrement de l'autorité, comme le dit Bruno Retailleau? D'abord, moi j'ai une émotion qui est immense, évidemment. Je suis père de famille, je n'ose imaginer ce que c'est que de vivre ça. Être tué pour un portable et tué pour un téléphone portable. Le caractère gratuit de la violence, on est presque dans une violence orange mécanique, quelque chose de terrible. Après, j'entends Bruno Retailleau parler de l'effondrement de l'autorité. Je trouve qu'on manipule des concepts très généraux pour évoquer cette situation spécifique-là. J'entends certains dire, et c'est souvent le cas après un drame, il faut réviser la justice des mineurs, il faut augmenter le quantum des peines qui peuvent exister pour les mineurs. Si on regarde les choses en détail, les juges aujourd'hui, pour les jeunes qui ont plus de 16 ans, ce qui est le cas des jeunes qui sont mis en cause aujourd'hui, ils ont la possibilité de lever ce qu'on appelle l'excuse de minorité, c'est-à-dire de les juger selon les critères du droit commun. Et pour tout vous dire, si je vais au bout de ma pensée, je suis pas sûr que ceux qui sont prêts à tuer pour un portable, ce soit exactement le quantum de la peine qui fasse qu'il passe ou il ne passe pas à l'acte. On parle en fait de quoi ? De gens et de familles qui sont à la dérive, complètement à la dérive, et qui d'ailleurs dans le cas présent avaient été repérés comme étant à la dérive si j'en crois les informations de la presse. Et ce qui manque, c'est quoi? C'est aussi les conditions après dans la manière dont l'État gère ces problèmes éducatifs. C'est-à-dire que moi, je vois bien dans mon bassin de vie aussi, je vis sur le bassin créois, la question aussi des éducateurs spécialisés. Comment en fait on suit ces jeunes? Comment on évite ça? Parce que si on est juste dans le quantum de la peine, on traite pas véritablement le problème. Le problème, c'est comment on a des jeunes qui sont capables de ce type de passage à l'acte. Et ça se travaille aussi quand même très très en amont. Autre sujet, c'est le budget. C'est jeudi qu'aura donc lieu la réunion entre les députés et les sénateurs pour tenter de trouver un compromis. Est-ce que vous, jeudi, vous souhaitez un accord sur le budget? Moi, je souhaite que le pays ait un budget. Évidemment. Et je souhaite qu'il y ait un compromis sur le budget. Mais ça peut pas être un compromis faible. Ça doit être un compromis fort. On ne peut pas faire comme si la gauche ne représentait pas un tiers du pays. On ne peut pas être attendu de nous que nous soyons un supplément d'âme, les queues de cerises, et qu'on apporte nos voix à la non-censure, sans qu'il y ait des avancées dans ce budget. Et aujourd'hui, il est évident, en plus la version sortie du Sénat, qui est une version disons rabougrie par rapport à ce qu'était celle de l'Assemblée nationale. En plus, cette version du Sénat, évidemment qu'aujourd'hui, si le budget devait rester en l'état, il n'est pas votable. Il est forcément censuré dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que les socialistes continuent de discuter et demandent de nouvelles concessions? Bien sûr qu'il faut que les socialistes continuent de discuter, c'est évident pour moi. Et il faut qu'ils discutent sur des points qui sont précis. Pour vous donner quelques exemples, parce qu'il faut que les Français comprennent de quoi on parle. On n'est pas en train de jouer, en fait, sur la question de la censure. Le budget qui est sorti d'ici du Sénat, de la droite sénatoriale, il y a un demi-milliard de moins sur l'écologie. Un demi-milliard de moins sur l'écologie. En 2025, après Valence, après les inondations dans le Pas-de-Calais, un demi-milliard de moins. C'est inimaginable pour nous d'imaginer que, en pleine crise écologique, en pleine guerre écologique, on ait un budget qui soit rabougri sur cette question. Deuxième sujet, le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes. On est des socialistes, il faut que les Français, que si nous allons vers une non-censure, ils voient qu'on ait fait quelque chose qui soit signifiant pour eux du point de vue du pouvoir d'achat, du point de vue de la vie de tous les jours. Donc il y a plusieurs choses qui sont sur la table. Il y a la question du SMIC que nous avions posée, mais plus largement, il y a la question de ce qu'on appelle la prime d'activité. La prime d'activité, c'est pour les salaires entre 1 et 1,6 SMIC, et donc ça permet aussi de toucher une large part des Français. Est-ce que on peut avancer là-dessus? Moi, j'y crois et je pense que c'est possible. Et puis ensuite, il y a tout un agenda politique derrière, parce qu'il y a le budget, puis il y a la suite. Quand j'entends Bruno Retailleau qui dit « on va toucher à la santé des étrangers avec l'AME », 1, c'est injuste pour les étrangers. 2, c'est une question de santé publique pour tout le pays. Et nous, on souhaiterait, à l'inverse, qu'on avance sur ce qu'on appelle la régulation de l'installation des médecins, que, grâce aux socialistes, demain, il y ait des médecins qui viennent s'installer dans les zones rurales, dans les zones périurbaines de notre pays, parce qu'on aura régulé les lieux d'installation des médecins. Donc avec des contraintes à l'installation? Avec des contraintes à l'installation, avec une régulation. On peut pas s'installer là où il y a déjà trop de médecins, quelque part. Donc c'est ça qu'on veut avancer. Donc maintenant, les choses, elles sont sur la table. Il faut que le gouvernement entende qu'il est un gouvernement
minoritaire et qu'un gouvernement minoritaire, ça passe des compromis. Mais vous avez déjà fait des concessions, des promesses. Il y a une lettre de François Bayrou qui vous a été envoyée avec la liste de ce qu'il acceptait, François Bayrou, qui va dans votre sens. Pour vous, il en faut encore ? Bah, évidemment. Enfin, honnêtement, moi, c'est ce que... Mais c'est parce que vous croyez pas à ce qu'il y a dans cette lettre ou c'est parce que vous demandez des choses en plus? Ah non, c'est parce que cette lettre est déjà parce que, la version sortie du Sénat ne reprend pas l'ensemble de ce qu'il y a dans cette lettre. Je donne quelques exemples. Les 4000 non-suppressions de postes dans la version sortie du Sénat, elles n'y sont plus. Bon, Amélie Montchalin dit qu'il faut que ça y soit. Très bien, entendu, très bien. Deuxième point, il y avait un engagement dans cette lettre qui est la contribution sur les grandes entreprises. Vous savez, celles qui font plus d'1 milliard de bénéfices. Elle devait durer 2 ans. C'est ce qui nous avait été écrit dans la lettre. Le ministre de l'économie dit que ça ne durera plus qu'1 an. Donc déjà, c'est un recul par rapport au courrier. Donc on est bien dans cette situation où on a une difficulté et on veut plus. Et on l'avait dit dès la déclaration de politique générale. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi j'étais favorable à la censure au moment de la déclaration de politique générale. Pourquoi ? Pas pour le plaisir, parce que nous avions mis devant les Français l'idée qu'il fallait la suspension de la réforme des retraites. Nous ne l'avions pas obtenue, je pense qu'il fallait censurer. Mais tous les socialistes, qu'ils soient pour ou contre la censure, considéraient qu'il n'y avait pas assez à ce moment-là pour ne pas censurer le budget. Donc maintenant, il en faut plus pour que le budget ne soit pas censuré. Mais est-ce que ce qui fait que le gouvernement continue à discuter avec les socialistes, c'est pas justement qu'il n'y a pas eu censure? Est-ce que si le PS vous avait suivi et avait censuré, vous seriez encore un interlocuteur aujourd'hui? Ah bah moi je pense qu'en fait quand on donne une parole devant les Français, bien sûr qu'on serait un interlocuteur, puisque le gouvernement doit trouver une majorité de non-censure sur ce budget. Donc moi je pensais... Oui, mais si vous aviez censuré, est-ce que c'était pas les pousser à se tourner vers le RN? Je ne crois pas. Je pensais qu'il fallait signifier au gouvernement que nous avions mis un point sur la non-censure spécifiquement de la déclaration de politique générale et que ce point n'avait pas été atteint. Vous avez été entendu, on va écouter juste avant de vous entendre Olivier Faure justement, qui répondait à une question sur les socialistes qui demandaient la censure. On l'écoute. Il y a des gens qui s'interrogent sur la suite, je le comprends. On n'est pas un parti stalinien, vous l'avez compris, et donc nous faisons à chaque fois appel à la raison de chacune et chacun, et ce que je leur ai dit avant leur vote, et que je redirai à tous, quelle que soit la position que nous prendrons in fine, c'est que nous n'avons aucun intérêt à apparaître nous-mêmes divisés. Vous l'entendez ce message ? Bien sûr, il a raison. Je pense que l'objectif, c'est qu'à la fin, les socialistes se rassemblent. Mais nous avons passé un message de combativité très clair, c'est-à-dire de dire que le gouvernement n'imagine pas que parce qu'il n'y a pas eu censure sur la déclaration de politique générale, ça ne voulait pas dire censure sur le budget si le compte n'était pas... Mais ça, il a dit très clairement, Olivier Faure. Pendant le discours de... Les choses, elles sont aujourd'hui claires parce que, quand même, excusez-moi, on est sorti de la déclaration de politique générale avec un budget qui arrive au Sénat et le gouvernement qui rabote le budget tous azimuts. C'est ça à quoi on a assisté. Donc il fallait quand même rappeler les choses avec beaucoup de clarté. Mais il n'a pas suffisamment fait, Olivier Faure, dans la déclaration de politique générale. Moi je trouve que Olivier Faure, il est très bien. Il a raison de dire que on n'est pas dans un parti stalinien. Il y a eu un débat en Bureau national. En Bureau national, on a donné notre position, on l'a explicité. Mais notre jeu, c'est pas de jouer les frondeurs dans l'opposition. Tout ça serait bien ridicule. Notre objectif. Donc vous n'êtes pas en train de créer une fronde au sein du PS. C'est pas ça l'objet. L'objectif, c'est le budget. Que les Français y gagnent quelque chose. Que ce soit pas un budget qui leur fasse mal. C'est ça notre seule obsession dans ce moment que nous vivons. Voilà, c'est ça le sujet. Mais qu'est-ce qui se dit du coup dans votre groupe WhatsApp, puisque vous avez créé un groupe WhatsApp qui s'appelle l'Amicale de la censure? Qu'est-ce qui se dit? Ce qu'il s'est dit, il s'est dit des choses assez simples. Il s'est dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a essayé de définir ce que veulent dire véritablement des avancées pour le pays. On a essayé de définir ce que seraient les conditions de la non-censure pour les socialistes. Voilà, en fait, c'est juste un groupe de travail. Voilà, on travaille sur le fond. Et c'est des gens qui ont partagé à un moment la même analyse de la situation sur la déclaration de politique générale et qui ont eu envie d'avancer ensemble. Et Olivier Faure, il vous entend? Ah, je crois qu'on est très entendu, ouais. Je pense qu'on est très entendu aujourd'hui. Boris Vallaud, Olivier Faure, je vois les négociateurs, Philippe Brun, ces gens-là nous écoutent et ces gens-là nous entendent parce que eux-mêmes pensent aujourd'hui que ce n'est pas suffisant ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dire que vous ne souhaitez pas qu'il y ait un changement de ligne au sein du PS et que Olivier Faure, par exemple, ne se représente pas au prochain congrès? Pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai entendu d'Olivier Faure, nous verrons ce que seront les offres de chacun pour le prochain congrès. On a le temps, il y a un grand cycle, en effet, 2026, 2027, 2028 à préparer. Ce que j'entends, c'est pour l'instant, il n'y a pas de changement de ligne, puisque l'idée, c'est de dire qu'il faut obtenir plus sur la censure, il faut obtenir plus sur le budget pour qu'il n'y ait pas censure. Tout cela, ça me va pour l'instant.
Est-ce que là, il va y avoir la CMP, la commission mixte paritaire sur le budget, le retour du budget de la sécurité sociale au Parlement? Est-ce que vous dites les socialistes voteront forcément ou doivent forcément voter la censure à l'issue des débats budgétaires, ou est-ce qu'elle est encore évitable pour vous, cette censure? Pour moi, j'espère qu'elle sera évitée. Et pour qu'elle soit évitée, il faut que le gouvernement avance sur les sujets que nous avons mis sur la table. Si le gouvernement n'avance pas, s'il fait comme s'il était tout seul, qu'il essaye de passer en force et qu'il voit bien ce que ça donne. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne correspond pas à la réalité du pays. Maintenant, à lui de nous dire s'il est prêt à avancer. Parce que nous avons une responsabilité devant ceux qui nous font confiance. Moi, je ne retourne pas. Moi, mon critère, il est simple. Est-ce que je suis capable de rentrer chez moi et d'expliquer ce que nous avons fait? Si je n'en suis pas capable, alors, dans mon esprit, il faut censurer. C'est simple. On va continuer à parler de ces sujets. C'est l'actualité dans votre département. On va à Compiègne. On retrouve Vincent Gérard. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur du journal Oise Hebdo. On va parler des enjeux de politique locale avec un fort vote LFI dans votre département et notamment à Creil. Oui, absolument. La question que je me posais et que je voulais poser à monsieur Alexandre Wizy, c'est est-ce que son aspect frondeur ne vient pas du fait que le vote LFI est assez présent dans l'Oise et risque de l'être présent au municipal. On a vu le résultat à Villeneuve-la-Garenne, mais on voit par exemple qu'aux européennes, le LFI a fait 48% à Creil et que partout vont se jouer et se monter des listes pour les municipales avec pour LFI à Beauvais, Creil, Nogent et ainsi de suite. Est-ce que l'aspect frondeur de monsieur Wizy ne vient-il pas un petit peu d'une étude locale du paysage politique? Bon, d'abord, bonjour Vincent Gérard que je connais. Je veux juste dire un mot, si vous le permettez, avant de répondre à sa question. Il se passe quelque chose d'assez grave dans l'Oise, puisque Oise Hebdo, Vincent Gérard, les équipes de Oise Hebdo ont fait l'objet, de la part de la droite départementale, de la part de Nadège Lefesse, présidente du conseil départemental, d'une entreprise de déstabilisation assez grave. Il y a eu une note qui a été produite par le conseil départemental qui visait à couler, c'est les expressions qui ont été utilisées, Oise Hebdo, avec des manœuvres illégales qui étaient mentionnées, potentiellement des mesures de hacking, racheter le nom à l'INPI Oise Hebdo pour empêcher le journal de continuer, racheter le nom de domaine quand il était à échéance pour empêcher le journal d'être produit. Et ça, je veux dire que c'est quand même très grave, ce qui s'est passé, très grave vis-à-vis d'un journal qui fait d'ailleurs vivre la vie locale. C'est d'ailleurs la une. Voilà, qui n'épargne d'ailleurs personne, ni la droite ni la gauche, vous le voyez ce matin avec la question de Vincent Gérard. Donc je trouve juste, et je voulais dire ma solidarité, et je voulais dire qu'il faut que la présidente du département, qui a reconnu la véracité de l'existence de cette note, qui ne s'est pas excusée publiquement, qui n'en a rien dit pour l'instant, il faut qu'elle puisse dire quelque chose, parce que là, le trouble est quand même assez profond sur les uns et les autres. Il faut qu'elle s'excuse, ou est-ce qu'il faut que ça aille au-delà? Je crois qu'il faut d'abord qu'elle s'excuse. Ensuite, nous verrons. Mais aujourd'hui, on n'en est même pas là. Je veux dire, il n'y a même pas eu une prise de parole publique pour venir s'écarter, s'éloigner. Et je sais qu'au sein de la majorité du conseil départemental, j'ai même quelques sénateurs qui sont conseillers départementaux comme monsieur Paco, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer, avec ce qui s'est passé, et qui attendent que ça bouge. Il doit y avoir une réunion dans les heures prochaines au conseil départemental de l'Oise. J'espère qu'elle donnera des effets. Maintenant, pour en revenir à la question de Vincent Gérard, d'abord, vous savez, cher Vincent, que moi-même j'ai été élu dans une liste, sur une liste, un sénateur avec des insoumis contre moi. Donc c'est pas la peur des insoumis qui guide mes positions, c'est absolument pas mon sujet. Je lui rappelle d'ailleurs qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait fait 36,5% aux élections présidentielles à Creil, et que aux élections municipales suivantes, ils avaient fait 3,5%, 36, 3,5. Donc ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet pour moi. Le sujet pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que je peux retourner devant les gens dans mon département, dans ma circonscription qui est le département, et leur dire que les choses sont allées dans le bon sens et que les socialistes ont été utiles et ont pu amener suffisamment de victoires pour eux. C'est ma seule question. Le reste, vous savez, les insoumis hurlent, les socialistes passent. Voilà. Ouais. Mais est-ce que le PS peut rester allié à la France insoumise? Écoutez, je pense qu'il faut distinguer les choses. On a le droit d'avoir un désaccord stratégique sur la manière dont on aborde la question budgétaire. Là, ça fait beaucoup de désaccords sur beaucoup de sujets quand même. Nous considérons pour notre part que il faut discuter compte tenu de l'état du pays, et parce que malgré tout, le fait que ce pays ait un budget, eh bien, ça permet quoi? Ça permet aux collectivités de construire le leur. Ça permet aux Français et aux acteurs économiques de savoir dans quel cadre juridique ils se situent. Donc, évidemment que c'est important et que nous y participons, que si nous ne nous y participons pas, nous nous rendrions coupables. Après, moi, je vais vous dire aussi,
Si demain il y a un risque de l'extrême droite, la gauche se retrouvera comme elle se retrouve toujours. On était divisé aux européennes, mais le lendemain, quand le risque c'est Marine Le Pen à l'Élysée ou que le risque c'est une majorité pour le Rassemblement national à l'Assemblée, là on sait se retrouver parce qu'on sait aussi faire une hiérarchie entre les enjeux. Vous voyez ? Pour le moment, c'est pas ce que dit la France Insoumise. Ils disent que si le PS vote pas la censure, il y aura des candidats LFI contre les candidats socialistes. Oui, mais je vous dis, c'est des paroles en l'air pour vous ? Écoutez, pour moi, il y a eu beaucoup de paroles des Insoumis à beaucoup de moments, et on verra bien face au péril de Marine Le Pen ce qu'il lancera, et on verra bien ce qu'en diront aussi les écologistes et les communistes. Et ce NFP, ce n'est pas une prison des partis, c'est un espace de discussion collective. Donc on peut pas se comporter comme ça et on peut pas dire des choses pareilles. Voilà. Merci Vincent. Merci beaucoup Vincent Gérard, et votre une, Alexandre Ouizy en a largement parlé, Nadège Lefebvre, la barbouze qui voulait couler, Oisebdo. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. On va passer à l'actualité du Sénat. Vous êtes le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur les eaux en bouteille créée après le scandale des eaux minérales du groupe Nestlé qui contenait notamment des matières impropres à la consommation. On va faire le point sur cette commission d'enquête avec Alex Poussard. Bonjour Ariane, bonjour Alexandre Ouizy. Bonjour. Et Alex, les sénateurs enquêtent donc sur l'industrie de l'eau en bouteille et notamment sur l'affaire Nestlé Waters. Effectivement, les sénateurs enquêtent d'abord sur une affaire qui a révélé de graves problèmes sanitaires de contamination de l'eau. Depuis des années, le groupe Nestlé doit détruire des millions de bouteilles d'eau car des bactéries d'origine fécale sont retrouvées dans les puits que le groupe utilise. Par exemple, en avril 2024, Nestlé a dû détruire 3 millions de bouteilles de Perrier et arrêter l'exploitation d'un de ses puits à Vergès, près de Nîmes, dans le Gard, là où se trouve l'usine Perrier, car des bactéries nocives avaient été découvertes dans le puits en question. Et ce qui interroge dans cette affaire, et ce qui ressort notamment des auditions de la commission d'enquête du Sénat, c'est le manque de réactivité des autorités. En octobre 2023, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a remis une note au ministère de la Santé pour recommander un plan de surveillance renforcé de la qualité sanitaire des eaux du groupe Nestlé. Et ce plan de surveillance, il a été mis en place seulement 6 mois plus tard, en juin 2024. Alors forcément, cela inquiète les sénateurs. Nous avons plus de 6 mois qui se sont écoulés sur lesquels il y a un risque virologique. Vous ne le dites pas, mais on peut traduire. Non, enfin si, le fait qu'il y ait un risque virologique, ça vous le dites, qu'il y a un risque virologique sur de l'eau. Donc ça, je tiens quand même à ce qu'on le dise et puisqu'on a, là, on est capable de dire quelle est la durée où ce risque virologique s'est opéré. Et cette affaire Nestlé Waters, c'est aussi une affaire de tromperie commerciale, puisque ce groupe, à cause des problèmes sanitaires sur les eaux qu'il produit, eh bien, il a réalisé des traitements sur ces eaux minérales, des traitements de purification qui sont faits normalement sur l'eau du robinet, par exemple des rayons UV ou des filtres très fins. Mais Nestlé a continué à vendre les eaux traitées comme des eaux minérales naturellement pures. Et le gouvernement de l'époque, en tout cas c'est la question qui est posée, le gouvernement de l'époque semblait être au courant de ces traitements non réglementaire. On va lire ce que pense de cette affaire l'une des journalistes à l'origine de ces révélations, Marie Dupin, journaliste à France Info. Je la cite, c'était en janvier, le 13 janvier devant la commission d'enquête. Nous parlons d'une collusion avérée entre l'État et Nestlé pour couvrir le groupe et servir des intérêts privés. Les pratiques interdites mises en place par Nestlé et dissimulées par les autorités sont d'une ampleur et d'une gravité inédites, mais elles perdurent très probablement. Alexandre Ouizy, est-ce qu'aujourd'hui on est sûr de la qualité sanitaire des eaux qui sont produites notamment par Perrier ? Bon, écoutez, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on a appris dans cette commission d'enquête pour revenir, et puis j'essaierai de répondre à votre question, mais on va aller faire des visites sur place, sur le site de Perrier, et peut-être qu'après je pourrai aussi vous répondre. À quel moment ? Plus avant. Dans les prochaines semaines. Nous serons à Perrier avec la commission d'enquête pour observer, aller dans l'usine, comprendre comment les choses sont mises en place et avoir des explications de Nestlé sur un certain nombre de points. Peut-être ce qu'on peut dire déjà, c'est que quoi qu'il arrive, il y a une dégradation de la ressource. Voilà. Ces eaux sont des eaux profondes, mais en réalité, il y a une dégradation de la ressource qui est avérée. Et vous l'avez rappelé, ils ont traité de l'eau de manière illégale, comme on traite de l'eau du robinet, mais ils ne l'ont pas fait pour rien. Ils l'ont fait parce que leurs ressources étaient dégradées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on sait et ce que montrent progressivement les auditions de la commission d'enquête, on a reçu le directeur général de la santé il y a quelques jours, c'est que il y a eu un aveuglement des services de contrôle sanitaire, ou en tout cas une non prise en compte du risque sanitaire pendant tout un temps. Un retard à l'allumage très important. L'affaire, elle est révélée
Nestlé vient au ministère de l'Industrie en 2021. Elle est rendue publique en 2024. Le contrôle renforcé de l'ANSES, c'est octobre 2023. Donc il y a plus de 2 ans pendant lesquels ce contrôle n'est pas renforcé. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Dernier point, ça montre aussi un problème de culture pénale au sein de l'État. Il y a un article qui s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale qui fait obligation à tous les fonctionnaires, du premier au dernier, c'est-à-dire jusqu'au ministre, de dire, lorsqu'ils ont connaissance de faits pénaux, ce qui est le cas ici, des fraudes avérées que Nestlé a lui-même révélées, d'en faire état au procureur de la République. Ni les ministres, ni les différentes autorités saisies, la DGCRF, la DGS, n'ont fait état de ces fraudes pour ce qui concerne le Gard et pour ce qui concerne Perrier. C'est un aveuglement ou c'est une entente avec un groupe qui représente quand même des intérêts économiques? Eh bien, voyez-vous, c'est l'objet de la commission d'enquête d'aller au bout de cette vérité-là, de comprendre les responsabilités. Nous auditionnerons à la fin de la commission d'enquête les différents ministres, à la fois côté industrie, Madame Pannier-Runacher, qui est aujourd'hui ministre de l'écologie. Donc, l'idée qu'il y ait une capture potentielle sur une ministre de la part d'un industriel qui est aujourd'hui ministre de l'écologie, ce n'est pas un petit sujet. Puis les ministres du côté sanitaire qui ont eu à opérer à ce moment-là. Et nous allons essayer de voir où est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils en savaient, et si l'aspect sanitaire a été écarté volontairement ou pas au début. Car selon les révélations qui sont parues dans la presse, Agnès Pannier-Runacher a eu des éléments. Ah, ça c'est certain. Ça aujourd'hui c'est clair. C'est-à-dire qu'à l'été 2021, Agnès Pannier-Runacher est au courant que Nestlé a fraudé. Ça, c'est sûr, c'est certain, c'est indubitable. La question ensuite, c'est comment elle a traité ce dossier, et c'est ça que nous allons aussi pouvoir faire. Je vous rappelle que dans une commission d'enquête, ceux qui sont auditionnés sont sous serment et ont un risque pénal assez important s'ils se parjurent devant la commission d'enquête, avec des peines même d'emprisonnement s'il y a un parjure devant la commission d'enquête. Donc, c'est dans le cadre de la commission d'enquête, avec ses pouvoirs renforcés, qu'on va pouvoir aller au bout de la vérité dans l'affaire Nestlé Waters. Il y a une dimension interministérielle entre l'écologie et la santé. Est-ce que vous allez auditionner la première ministre de l'époque concernée, Elisabeth Borne? Alors, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un arbitrage interministériel. Vous savez, on appelle ça une réunion interministérielle. En tout cas, un arbitrage qui s'est tenu au niveau de Matignon, avec, en présence de quelqu'un qui est dans les services de la Première ministre. Nous allons interroger cette personne, et si cette personne nous dit qu'il y a eu une discussion avec la Première ministre, dont je ne vois pas comment elle ne peut ne pas avoir existé, mais bon, si cette personne nous dit, en l'occurrence, qu'il y a eu discussion, nous n'hésiterons pas à auditionner Madame Borne dans le cadre de la commission d'enquête. Il n'y a pas du tout de tabou sur le sujet. Une audition du groupe Nestlé est prévue ? Une audition du groupe Nestlé est prévue. Vous savez, ça a été un peu chaotique, puisqu'à un moment, ils ont commencé, d'ailleurs, nous en avons fait état à la commission d'enquête, ils ont commencé à questionner la légitimité même de la commission d'enquête en nous disant... Il y a une affaire judiciaire en cours. Et voilà, qu'il y avait une affaire judiciaire en cours, ce qui a déjà été le cas dans l'affaire Benalla, l'ensemble de cas, l'affaire Cahuzac. Mais commençaient à nous dire qu'ils n'étaient pas sûrs de se rendre à la commission d'enquête, de produire les documents que nous demandions, d'ouvrir leurs portes à Vergès sur le site de Perrier. Finalement, après que ça a été révélé, ils sont revenus à des meilleurs sentiments, et donc ils viendront devant la commission d'enquête, ils nous iront à Perrier, et ils nous transmettent en ce moment même des documents qui nous serviront dans le cadre de notre discussion. Donc voilà, les choses. Ça sera la date de l'audition de Nestlé On est en train de la caler, je peux pas vous répondre aujourd'hui avec certitude, mais ce sera dans le courant du mois de février. Je reformule ma question de départ finalement. Est-ce qu'on a la certitude de la qualité sanitaire aujourd'hui des eaux qui sont produits, notamment sur le site Perrier et par Nestlé? Ce qu'on est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui il y a un contrôle renforcé qui est mis en place, qui permet de vérifier que les eaux qui sortent de la production subissent un contrôle sanitaire exigeant. Mais en revanche, ce dont on n'est pas sûr et ce que je peux pas vous dire aujourd'hui, c'est est-ce que le Perrier est encore de l'eau minérale naturelle? Je veux dire que les filtres qui sont mis en place, les traitements qui sont mis en place, sont-ils conformes à la réglementation européenne sur ce qu'est une eau minérale naturelle? Ça, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous le dire parce que je ne sais pas encore exactement ce qu'il y a chez Perrier, ou bien ce que je sais m'inviterait à vous dire que ce ne sont plus des eaux minérales naturelles, mais il faut que j'aille le vérifier et en discuter avec eux pour le savoir complètement. Mais donc, on a quand même, moi je tiens à le dire, on est 4 ans après les révélations. Et on est toujours à se poser la question si oui ou non on est dans le cadre d'une fraude qui se poursuit aux consommateurs. C'est quand même une défaillance des services de l'État sur ce sujet qui est quand même catastrophique. Je veux dire, en termes de confiance, on parle de l'eau, on parle de ce que les Français boivent, parce que les eaux minérales, c'est ce qu'on nous recommande pour donner à nos enfants. Je veux dire, on est quand même sur une défaillance qui est affligeante, pour le moins, affligeante. Et donc, il faut qu'on aille au bout de cette commission d'enquête parce que là, pour le coup, notre métier, c'est quoi? C'est aussi de faire des recommandations. Et les recommandations sera forcément de changer la manière dont le contrôle est effectué, de changer la culture publique sur cet article 40 et sur le fait de déclarer au procureur un certain nombre de choses. Et puis aussi, comment on protège mieux cette ressource.
Et on suivra bien sûr vos travaux. Vous pensez les rendre à quelle date environ? Ce sera au courant du mois d'avril. On suivra évidemment tout ça. Merci beaucoup Alexandre Wizy. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.